Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus sur le campus de Gambetta. Je m'adresse aussi aux gens qui sont peut-être connectés ou vont se connecter dans les prochaines minutes. Donc, Publicis France a le plaisir de vous accueillir pour cette journée agence ouverte avec 10 de nos agences qui vont faire des présentations tout au long de la journée. Agathe Bousquet interviendra à midi pour présenter le groupe dans son ensemble et les différentes activités qu'on a au sein du groupe. Pour ceux qui sont connectés, vous pouvez réagir via le chat, sachant qu'il y a à la fois vous pouvez poser vos commentaires, poser vos questions. Malheureusement, on n'aura pas la possibilité d'y répondre en direct, mais vous pouvez néanmoins, et on prendra les questions, on y répondra plus tard. Et vous pouvez aussi, vous avez des modalités d'émoticônes pour pouvoir réagir. Pour commencer cette session journée agence ouverte chez Publicis, je vais laisser la parole à Carole Menck, qui est directrice générale adjointe de Prodigious et qui va vous faire une présentation qui est du créateur. Pardon, là c'est bon. Donc effectivement, une première conférence sur le thème production de l'artisan au créateur. Déjà, bienvenue sur notre campus de Gambetta. Merci. C'est pas évident d'ouvrir le bal. Je suis la première à faire une conférence. Voilà. Bon, après il y a Agathe, tout ça, donc ça va être top. Mais du coup, voilà. En tout cas, je suis ravie que vous soyez là et qu'on puisse échanger un moment sur le sujet de la production. Du coup. Production de l'artisan au créateur. Quand on parle d'artisanat et de production publicitaire, en fait, on se rend compte qu'on peut remonter très très loin en avance. Alors, je ne sais pas qui avance les slides. Pardon. Ah, c'est moi. Pardon, voilà. Bon, c'est les petits réglages de démarrage. Du coup, quand on parle de production et d'artisanat, on peut remonter effectivement très très loin. Voilà, donc ça va aller jusqu'au bout. C'est bon. Puisqu'en fait, les premières productions publicitaires remontent à l'Antiquité. On peut le voir ici avec ce qu'on peut qualifier des premières affiches publicitaires, donc des premières productions publicitaires avec des fresques qui, effectivement, faisaient la promotion des combats de gladiateurs aux abords des arènes. Voilà, donc on peut qualifier effectivement ces éléments de première affiche publicitaire et du coup de première production publicitaire. On sait aussi que le premier slogan publicitaire est né en 500 avant Jésus-Christ. Vous pouvez le voir ici, c'est effectivement sur un vase qu'on peut admirer au Louvre. Et les petites lignes que vous voyez là, il y avait effectivement marqué « Achète-moi et tu feras une bonne affaire ». Voilà, donc là on est effectivement sur le premier objet publicitaire. On est un petit peu au démarrage, on va dire, du packaging et du marketing de point de vente. Toujours est-il que effectivement, on a plutôt une production publicitaire qui est du coup très artisanale, qui concerne un objet qui va être vu par, on va dire, un petit groupe de personnes. Un des enjeux, effectivement, on le sait en communication et en publicité, c'est d'être vu par le plus grand nombre. Et il y a une innovation, effectivement, qui va du coup accélérer la production publicitaire, qui est l'invention de l'imprimerie au XVe siècle avec Gutenberg. Alors, les premières impressions n'étaient pas forcément des affiches publicitaires. La première impression qui a été réalisée par Gutenberg est donc la Bible, avec 180 exemplaires qui ont été imprimés entre 1452 et 1455. Ça peut vous paraître peu, mais il faut savoir qu'à l'époque, pour copier un livre, donc ça se faisait à la main, il fallait entre 1 et 3 ans. Voilà, donc là, on arrive à sortir 180 exemplaires, ce qui fait qu'on commence à avoir la première, on va dire, production mécanique qui va permettre du coup, de démocratiser un petit peu plus la production. La Bible, la voici. Voilà, donc super joli ouvrage. On sait aussi que on cherche à parler au plus grand nombre aussi à travers la presse, que la première page de publicité imprimée date de 1660. Alors, on ne la voit pas ici, mais en tout cas, c'était dans la London Gazette. Et en fait, ça concernait une alors, je ne vais même pas parler de publicité, mais plutôt de promotion pour un dentifrice. Et à l'époque, effectivement, c'était juste un petit encart avec du texte. Voilà, mais on voit qu'on commence en tout cas à essayer de prendre la parole, à toucher le plus grand nombre pour arriver, on va dire, vers la production publicitaire et la publicité au sens large.
On va du coup entrer ensuite dans ce qu'on appelle la démocratisation de la production. Et la première brique de cette phase, c'est la Révolution. C'est la Révolution, effectivement, avec en 1789 l'Assemblée nationale qui déclare que tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement. Ce point d'imprimer librement, c'est là où effectivement il y a un vrai shift qui est passé. Parce qu'effectivement, les citoyens vont pouvoir prendre la parole, vont pouvoir imprimer, vont pouvoir afficher dans la ville. C'est là où on a effectivement le terme des fameux placardisés. Voilà, on parle de placards qui sont dissimulés ça et là au travers de la ville. Et du coup, tout le monde peut prendre la parole. Et on est dans un... Oula, ok. Bon, du coup, je vais continuer. Bienvenue, désolée, du coup, on a commencé. Du coup, effectivement, cette nouvelle liberté va donner lieu à de l'affichage public qui va être exponentiel. On voit aussi qu'on a les premières, on va dire, la première conception-rédaction. Avant, les affichages publics, c'était vraiment des arrêtés préfectoraux, c'était des choses qui émanaient effectivement plutôt de la royauté. Et on avait plutôt des textes qui étaient assez simples, avec décret municipal, enfin voilà, des choses très... Bonjour. Des choses assez institutionnelles. Et là, on peut le voir ici, on commence à essayer de gagner en impact avec notamment des formulations type arrête, lis et médite. Donc on est vraiment dans ce côté, voilà, je commence à capter l'attention. On est effectivement sur les premières bases du marketing politique. Ensuite, 19e siècle, on va avoir un nouveau virage notamment avec, voilà, on est dans une société où on a l'apparition des premiers grands magasins. La publicité devient effectivement centrale, on rentre dans on va dire, une consommation plus de masse. On a aussi la libéralisation de la presse, donc on avait vu tout à l'heure la première annonce presse publicitaire, mais effectivement la vraie libéralisation de la presse va arriver au 19e siècle, avec notamment le principe d'achat publicitaire dans la presse. Et du coup, on se rend compte que là où on avait beaucoup de messages, des messages qui sont exponentiels, il va falloir commencer à gagner en impact encore plus. Et du coup, pour gagner en impact, ça serait bien d'être, on va dire, de plus en plus esthétique et de plaire. On a toute cette vague qui est caractérisée notamment par toute la vague des affiches que vous pouvez voir ici de Toulouse-Lautrec, de Mouchat, qui effectivement donne la part belle au côté artistique. Il y a effectivement tout un courant d'affichomanie, donc des gens qui collectionnent les affiches, donc ça devient un vrai élément esthétique, esthétisant. Un point aussi intéressant, c'est le passage de la colonne Rambuteau à la colonne Maurice. Donc la colonne Rambuteau, vous l'avez au-dessus là, qui était, on va dire, les zones d'affichage avec des urinoirs en dessous. Donc c'était pas forcément l'endroit le plus sympathique pour faire de l'affichage. Les syndicats des propriétaires de théâtre ont mené, on va dire, une bataille pour dire non mais attendez, on ne veut pas être affiché ici en fait. Voilà, on est esthétique, on veut un lieu qui s'y prête. Et c'est comme ça qu'a été créée la colonne Maurice, donc, que vous connaissez, qui existe encore, avec vraiment ces vraies zones qui étaient dédiées à l'affichage et qui, du coup, reprenaient une disposition plus esthétisante. La fin du XIXe siècle, on commence à voir ce qui va se passer au siècle d'après, avec les nouveaux médias qui vont apparaître. Et c'est également, donc, en 1898, le premier film publicitaire au cinéma pour Ripollin. Donc là, on a effectivement des producteurs publicitaires qui commencent à être confrontés à de nouvelles formes d'expression. Jusqu'à là, ils étaient plutôt sur des formats imprimés, statiques. Et là, d'un coup, on va basculer dans des formats animés, avec, on le verra plus tard, aussi de l'audio. Et voilà, donc là, vous avez le premier film, donc vous avez le storyboard avec Ripollin, donc c'est de la peinture. Et on était quand même dans quelque chose d'assez simple, on le voit. Donc le XXe siècle, la production pour les nouveaux médias, avec le premier d'entre eux, effectivement, qui est la radio. Donc là, toujours, effectivement, les producteurs qui étaient, comme je disais auparavant, qui étaient plutôt dans des formats, on va dire, statiques, se retrouvent confrontés du coup, à de l'audio. Et comment, effectivement, mon affiche, donc mon format plutôt print, j'en fais un objet audio qui va être diffusé en radio. Donc on a la première radio, donc Radio Tour Eiffel, qui sort en 1921.
Et donc les premiers spots publicitaires, ce sont en fait les animateurs ou les speakerines qui énoncent des offres commerciales. Donc voilà, donc d'une voix assez monotone. Et peu à peu, on se rend compte que, en fait, voilà, toujours dans cette recherche d'impact, avec effectivement une production qui va commencer à maîtriser ce nouveau médium, on va ajouter de la musique. On va commencer à prendre des voix, voilà, pour marquer une pause, enfin bien sentir qu'effectivement on est dans une publicité et non plus dans une émission. Et voilà. Et d'un coup, on commence à appréhender ce nouveau format qu'est la radio. Ensuite, forcément, après l'audio, on va ajouter l'image et on bascule dans les années télé, entre guillemets, avec les premiers spots publicitaires télévisés. Donc le tout premier spot publicitaire a été diffusé le 5 octobre 1968 à 19h55. C'était une publicité pour Boursin qui était réalisée par Publicis. Et vous allez voir là aussi un bel exemple de notre artisan, notre producteur artisan, qui pour l'instant est plus dans l'approche technique de la chose. C'est-à-dire qu'on essaye de maîtriser le format, on essaye de voir comment on peut effectivement faire vivre ce qu'on faisait avant en affiche en télé. Je vous ai mis le spot. Alors, est-ce que ça se lance? Voilà. Du Boursin. Du Boursin, du Boursin, du Boursin. Du Boursin. Du Boursin, du Boursin, du Boursin. Du Boursin. Du Boursin, du Boursin, du Boursin. Du Boursin, du Boursin, du Boursin. Du Boursin. Saveur d'une pointe d'ail, herbe du jardin, véritable ail et fines herbes. Donc voilà, le tout premier spot. Jacques Séguéla retraçait un peu cette époque lors d'une interview. Il y avait un point intéressant. En fait, à l'époque, il y avait un spot télé par an. C'est-à-dire que les producteurs publicitaires réalisaient un spot TV par an. Une fois que le spot était prêt, en fait, il attendait sur l'étagère 4, 5, 6 mois parce qu'en fait, il y avait tellement d'espace publicitaire peu d'espace publicitaire en télé qu'en fait, il fallait attendre d'être diffusé. Donc, on voit bien qu'on est toujours dans ce sujet en fait de créer un objet qui est plutôt une forme artisanale. On le voit bien aussi. On est encore dans la répétition du message. Le comédien dit quand même 17 fois du Boursin. Donc on est quand même dans une approche publicitaire qui est un peu... on découvre ce média télé. Quand on regarde plus près côté production, en regardant la réalisation par exemple, on voit qu'on est... ça ressemble plus à une pièce de théâtre. On n'est pas dans les effets de réalisation qu'on peut avoir et dans les réalisations artistiques qu'on a à l'heure actuelle. Parce que nouveau média... Donc on commence à le maîtriser, on commence à dépasser le sujet technique du coup on reproduit ce qu'on connaît. Donc on va avoir une réalisation effectivement qui ressemble plutôt à un vaudeville et une pièce de théâtre filmée. Mais tout ça va effectivement changer avec la révolution Internet. Donc vous ne l'avez pas connu vous, mais je crois qu'il y en a certains, je vois mes collègues notamment, on l'a connu nous. T'as dit quoi ? Oui, je sais, mais il faut l'assumer à un moment, tu vois, voilà. Donc effectivement, le 30 avril 1993, ce qu'on appelle la révolution Internet. Donc le 30 avril 1993, c'est là où sort officiellement le World Wide Web, les fameux 3W. Et pour nos métiers de la production, effectivement, va y avoir deux sortes. On peut effectivement y voir deux révolutions importantes. La première, c'est l'ère du numérique. Effectivement, on était jusque-là, on travaillait en analogique. Quand on faisait un film, en fait, c'était des bandes. Pour faire du montage, on coupait les bandes qu'on assemblait ensemble. Le résultat, vous le voyez uniquement une fois que vous aviez tout assemblé, donc c'est-à-dire des mois après. Une photo, effectivement, vous deviez la développer avant de voir le résultat. Là, d'un coup, on va arriver dans une ère où tout ça va être géré en fait de manière numérique. Et d'un coup, je vais je fais une photo, je la vois directement affichée sur l'écran et je suis capable de voir tout de suite, effectivement, si ça correspond ou pas. Du coup, la créativité, le sens artistique va être beaucoup plus facile à appréhender. Je vais pouvoir challenger, je vais pouvoir tester, recommencer. Donc on voit que le côté technique qu'on avait du mal et on avait un artisan au démarrage qui était vraiment en train de maîtriser la technique. Là, la technique va devenir plus simple, plus agile, ce qui va nous permettre effectivement de basculer petit à petit vers une approche plus artistique de la chose.
Il y a un point aussi important, c'est qu'il y a beaucoup d'effets visuels aussi qui sont rendus possibles par le numérique. Il y a des choses qui, à l'époque, n'étaient pas possibles, qui là, voilà, la créativité n'a plus vraiment de limite. La deuxième révolution apportée par Internet, c'est effectivement la révolution sociale. Alors, ça fait un peu bizarre, révolution sociale, on dirait que voilà, c'est un mouvement social. C'est plutôt les plateformes sociales et les réseaux sociaux. Donc on voit qu'avec l'émergence des plateformes digitales, d'un coup, là où j'avais effectivement un producteur plutôt publicitaire, en fait on va basculer vers un producteur de contenus digitaux. Donc il y a une approche un peu différente. On a effectivement l'arrivée de tous les réseaux sociaux avec des touchpoints qui augmentent de manière exponentielle. On a effectivement l'émergence des nouvelles technologies et du meilleur appareil de production, on va dire, contenu, qui est, vous l'avez tous en poche, c'est votre smartphone. Et d'un coup, effectivement, tout ça s'accélère, va créer des nouveaux formats, des nouveaux touchpoints. Voilà, on parle de l'IA, de l'AR, de la VR, de la TV adressée. À l'heure actuelle, on est dans les métaverses et le NFT. Et on envisage, effectivement, on commence à avoir les briques du Web 3.0. Donc tout ça, voilà, on arrive à une multiplication des touchpoints et des formats. Du coup, face à ça, notre artisan, on voit bien qu'il y avait des prémices effectivement on commence à avoir un sens artistique qui se développe, on a des défis à relever qui sont plus les mêmes. Et si je repars effectivement du point de départ qui était notre vase avec ce fameux slogan qu'on avait vu en 500 ans avant Jésus-Christ, on avait effectivement une pièce unique faite par un artiste. Là, si je prends ce vase en 2022, en fait, ce vase, il va devoir être statique en affiche, il va devoir être animé en TV, il va devoir, à la radio, être porté uniquement par le son, en podcast, il va devoir être sur YouTube, sur Facebook, il va devoir être dans les métaverses, bref. Du coup, on se retrouve avec un artisan qui est toujours là, mais qui se doit d'être maintenant multi-format et multi-expertise. À côté de ça, on a le phénomène tous influenceurs. Voilà, on était avant dans une communication qui était plus top-down. J'avais un spot télé qui était effectivement qui était montré au plus grand nombre. À l'époque, pareil, Jacques Séguéla le citait, avec un spot, vous touchiez 82% de la population française en quelques jours. Voilà, ça n'existe plus, ça. En tout cas, avec un format. Du coup, voilà, on est maintenant tous devenus influenceurs. On a accès aux plateformes sociales, aux plateformes digitales, on partage en temps réel. Donc du coup, la production de contenu est accessible à tous. Ce n'est plus uniquement l'apanage des producteurs publicitaires. Et forcément, la création face à ça doit s'adapter. C'est pour ça qu'on parle désormais de storytelling et d'entertainment. On n'est plus dans une création pour un format publicitaire, mais on va devoir maintenant raconter une histoire pour adresser l'ensemble des touchpoints d'une marque. Pour créer l'engagement aussi, parce qu'on a des consommateurs qui, du coup, comme ils sont maintenant créateurs de contenu aussi, ils sont très, on va dire, avisés, et ils sont capables de dire non, ils sont capables de dire, voilà, ça, je ne suis pas d'accord là-dessus, je suis capable de prendre position moi aussi. Du coup, on sait que va falloir qu'on développe un aura qui est plus en lien avec les valeurs de la marque. Il va falloir vraiment travailler tout ce storytelling autour de la marque pour créer de l'engagement. Et après, également, le point ultime, c'est effectivement créer des expériences porteuses de sens. Et c'est là où, effectivement, la création migre petit à petit vers ce qu'on appelle le storytelling et l'entertainment. Et du coup, face à ça, sur nos métiers de la production, on arrive dans ce qu'on va appeler l'hybridation des métiers. On a effectivement dorénavant des profils qui sont multi-expertise, effectivement, et c'est le cas de tous les jeunes talents que nous, on voit arriver en permanence sur le marché du travail, enfin, en tout cas dans nos métiers, qui sont à la fois réalisateurs, photographes, monteurs, motion designers. Voilà, parce qu'effectivement, tout a été libéré par rapport au numérique, tout devient accessible, tout devient possible. Et on a effectivement des profils complètement hybrides. On a également des profils qui vont développer petit à petit un double ADN, parce qu'on a aussi une accélération des moyens de production. Enfin, en tout cas, on doit produire plus vite. Et du coup, on va avoir des makers, des crafters, qui, quand ils vont penser une idée, vont savoir exactement comment la produire. Voilà, donc tout ça
c'est effectivement le digital qui nous a amené dans cette hybridation des métiers. Et toujours, l'innovation, hein, c'est un cercle vertueux. Du coup, l'innovation comme levier de création et de production, en fait, les nouvelles technologies renouvellent en permanence les métiers de la production, les formats, les façons de produire. Ça va nous permettre des choses très créatives, comme vous le voyez là. C'est effectivement, je ne sais pas si vous l'avez vu cette campagne, c'est nous qui l'avons faite, donc on est assez fiers. C'est effectivement le premier, ce qu'on peut appeler les premiers DOH 3D XXL. Donc vous avez effectivement un personnage en 3D qu'on peut voir sur Times Square, mais aussi dans d'autres villes à l'international. C'était pour le partenariat Balenciaga et Fortnite. Et effectivement, vous aviez Dogo qui sortait effectivement de l'écran avec les passants que vous pouvez voir en dessous. Voilà, donc ça, c'est des choses. Moi, si on m'avait dit il y a 2 ans, tu vas faire un DOH 3D XXL sur Times Square, je vous disais, ouais, bien sûr, jamais de la vie. Parce qu'effectivement, tout ça n'était pas possible. C'est désormais possible. Donc, on a l'innovation qui va encore un peu plus libérer de la créativité. On a aussi des façons de produire où petit à petit, en tant que producteur, on va se diriger vers ce que je vais appeler de la stratégie de production. Je prends l'exemple d'un cas de figure qu'on a chez nous, la retouche créative, donc la retouche de photos. Donc on a vu des touchpoints qui grossissent, donc des tonnes de visuels à retoucher pour aller sur les réseaux sociaux de grandes marques de beauté et de cosmétiques. Jusqu'alors, on avait effectivement des retoucheurs qui retouchaient à la main toutes les photos. À l'heure actuelle, on travaille sur un POC, sur l'intelligence artificielle qui fait la première passe de retouche. C'est-à-dire que là où j'avais un travail très technique, très exécutant, donc de retouche, donc je vais retoucher la peau et en fait les bases, c'est à chaque fois les mêmes retouches de peau. Tout ça va être fait par l'intelligence artificielle qui en plus est apprenante avec le machine learning. Et du coup, mon retoucheur va pouvoir se concentrer sur la partie artistique de la chose et va pouvoir du coup libérer tout ce côté créatif. C'est pour ça qu'on parle de créateur et plus d'artisan. Du coup, face à ça, on parlait de l'artisan qui est devenu créateur, on vient de le voir. Forcément, la boîte de prod qu'on connaissait avant devient l'agence de production. Et quand on parle d'agence de production, effectivement, c'est toute cette nouvelle culture de la production. Je parlais tout à l'heure des stratégies de production et du consulting en production. On voit bien qu'effectivement, le switch qui a été fait ces derniers temps nous permet, parce que la technique a été maîtrisée, parce que la technique a été automatisée, nous permet de nous concentrer sur effectivement tout ce qui va faire la valeur ajoutée de notre métier. Donc à savoir la stratégie de production, le consulting, toute la partie création, comment je vais être en capacité effectivement de créer le bon storytelling sur en tout cas sur mon écosystème publicitaire, sur mon écosystème de contenu, et ensuite comment je vais produire tout ça, et tout ça d'un seul tenant. Je vais du coup vous montrer un petit peu ce qu'on fait quand même, qui résume un peu tout ça et qui vous permet d'appréhender aussi l'intégralité des supports et des éléments qu'on peut mettre en œuvre, notamment chez Prodigious. Bonjour. Mon visage ne vous dit rien, pourtant vous me connaissez. On a une espèce de connexion. Franchement, ce gars, il a pas l'air comme ça, mais c'est un génie. C'est l'authenticité avant tout, la simplicité et toute une histoire finalement.
Voilà, du coup, si vous voulez faire partie d'une entreprise passionnante avec des métiers qui sont en profond renouvellement, voilà, qui sont maintenant à la croisée de la production, de la création, voilà, venez chez nous. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Hein ? Ou alors c'était très très clair et... Ah, pardon. Alors attends, comment faut... Il marche celui-là ? C'est bon ? Moi, j'avais une question par rapport aux différentes publicités que vous avez proposées. Quelle est votre principale source d'inspiration pour vos idées, pour essayer de vous démarquer ? Les principales sources d'inspiration, je pense qu'elles sont, c'est vous en fait, c'est les gens. Enfin, c'est comment vous dire, on est maintenant, et je crois beaucoup à ce principe de pop culture, alors qui fait un peu dépassé, hein, comme ça quand on le dit comme ça. Mais pop culture, en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la culture qui vient du peuple, en fait, qui vient des gens. Et en fait, je crois que la principale source d'inspiration, elle est effectivement, je pourrais vous dire, hein, c'est dans l'art. Oui, bien sûr, c'est dans l'art aussi. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, si on veut être pertinent, si on veut être impactant, l'inspiration, elle vient des gens, en fait. Elle vient des gens, elle vient du social. Et c'est là-dessus qu'on se nourrit, en fait. Et on est en perpétuel screening, en fait, de ce qui se passe. On le voit bien, pour moi, le Dogo, le DOH 3D, c'est typiquement, on est dans la pop culture, là. Parce qu'on vient reprendre une icône des jeux vidéo qu'on met en scène. Alors, c'est pour mettre en scène un partenariat avec Balenciaga, certes, mais on est clairement là-dedans. Donc voilà, donc pour moi, en tout cas, la principale source, c'est vraiment c'est les gens. Ça fait bizarre de dire ça, ça fait un peu... Mais c'est vous, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? T'as une question, toi ? Toi, t'as pas le droit de donner. Toi, tu connais, donc t'as pas le droit. Pardon, je me fais le porte-parole des internautes. Est-ce que vous faites du live ? Tout à fait. Voilà, donc Sébastien pourra vous parler du live, puisque c'est lui qui gère le live là, à l'heure actuelle et qui fait partie de nos équipes. Oui, on fait du live. On fait plein d'émissions diffusées en live. Je sais pas si tu veux. Tiens, viens parler un petit peu. C'était pas prévu, mais... ouais, mais c'est ça qui est chouette. Voilà. Bon, je vais être un petit peu rouge, mais bon, ça va passer. Donc oui, en effet, on fait du live. On a fait, par exemple, pour Sephora, on a fait du OVH Cloud. On les a accompagnés sur tous leurs événements. Donc au-delà du live, en fait, on les a accompagnés sur toute l'écriture des storyboards, toute l'écriture tout l'éditorial, et on les a coachés. Et en fait, voilà, c'était un live qui durait 2 jours non-stop sur 3 fuseaux horaires différents. Et donc voilà, on a fait du Sephora avec les Press Days. Et puis là, par exemple, on fait pas mal de live avec les agences du groupe. Comme aujourd'hui, on retransmet en streaming toutes les conférences. Exactement, et avec notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu, une petite nouveauté du groupe qui est sortie hier, qui s'appelle Voilà, qui est effectivement, voilà, c'est horrible ce nom. Voilà, c'est effectivement Voilà. Non, c'est un super nom. Qui est la plateforme de streaming et de diffusion live du groupe Publicis, donc en partenariat avec Orange. Voilà, donc c'est sorti hier, et effectivement, c'est ce qui nous permet, nous aussi, de faire des beaux lives avec beaucoup d'interactivité. Il y a une interface, on peut faire des emojis. Enfin, voilà, c'est assez intéressant, en tout cas, en termes d'innovation. Exactement. On est assez complémentaires du coup avec Voilà et Prodigious. On apporte les équipes techniques et ils nous ramènent la plateforme pour diffuser. Les équipes techniques et toute la partie aussi conception, éditorialisation, parce qu'on est dans un exercice aussi où il faut l'appréhender de manière différente par rapport on va dire, à la publicité au sens large. Tout à fait. Voilà. Une autre question, c'est bien, maintenant tu es avec moi pour faire les questions. C'est ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Faites pas les timides, hein, c'est le moment. Hein. Les gens sont obligés de trouver des questions maintenant, c'est ça qui est pénible. Je suppose que ça dépend des clients, mais je voulais savoir si vous aviez une grande liberté de création ou est-ce que les clients arrivent et ils disent « moi je veux exactement ça pour la production ».
Alors, côté production, on est vraiment dans les deux cas de figure, parce qu'effectivement, on est agence de production, là où avant, c'était plutôt ce qu'on appelait et c'est pour ça qu'on parle d'artisanat aussi, qui était plutôt dans une maîtrise technique, on était plutôt dans des sociétés de production exécutive, c'est-à-dire qu'il y avait un client ou souvent des agences créatives qui pensaient une idée et la production était là pour faire en sorte que l'idée soit réalisée. Ça, c'était avant. On l'a vu avec tout effectivement l'historique qu'on a retracé, toutes les frontières sont devenues plus poreuses. On parle désormais d'agence de production parce qu'effectivement on est de notre côté en capacité maintenant de faire de la conception, de la production d'un seul tenant. On le fait pour nos clients directs. On parlait de Sephora, on parlait d'OVH, c'est des clients qu'on a en direct, nous en société de production et effectivement pour lesquels on va faire de la création et de la production. Tout ça, je vais revenir à la question, t'inquiète pas. Tout ça pour dire que du coup, comme on est dans les deux cas de figure, donc on est à la fois effectivement production pour les agences du groupe Publicis, où là la création va être faite effectivement dans nos agences, donc ça nous arrange, mais du coup il y a une grande marge de liberté sur la partie création qui est côté Publicis. Nous, pareil, en production, on va pouvoir effectivement, pareil, avoir assez facilement la main, être force de proposition. Il y a d'autres cas de figure où quand le client va arriver peut-être en direct, il va avoir une idée un peu précise de ce qu'il veut. Et là, on va plutôt être en conseil, en challenge en termes de création. On ne part pas de zéro, mais on va essayer en tout cas de nourrir, de faire en sorte aussi que ça corresponde à la production et au format souhaité derrière. Donc ça dépend. Il y a tous les cas de figure. J'aurais pu. C'est vrai que je te laisse, je te regarde en plus. Je suis là pour ça. Autre question ? Non, c'est bon. On peut. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à venir nous voir. Effectivement, il y a des collaborateurs de chez nous qui sont au rez-de-chaussée du coup. Et qui seront ravis de vous parler de leurs différents métiers. On a notamment Tatiana, qui est chef de projet digital, parce que j'en ai pas parlé là, mais on fait aussi beaucoup de développement de sites internet, de landing page, de plateformes. Il y a Mathieu qui est account manager, donc plutôt un profil commercial, direction de clientèle, qui lui va être beaucoup centré côté client pour accompagner le client et faire en sorte que on réponde au mieux à ses attentes. Et il y a Martin qui est donc producteur son. Donc lui effectivement est plutôt sur la partie spot radio, podcast, choix de musique pour les films publicitaires. Donc ils seront ravis de vous parler de leur métier. Merci beaucoup. Ah, dernière question. Alors attendez, mince. Recherchés par votre agence ou les compétences que doivent avoir nos étudiants justement aujourd'hui? Alors on a notre RH qui est là. Non, bonjour, c'est vers moi. non mais je peux commencer à répondre, Delphine. Alors tous les métiers parce qu'on fait tous les métiers de la création et de la production. On est effectivement 360, je ne suis pas rentrée dans le détail là, mais vous l'aurez compris, on fait à la fois du print, du digital, du son, de la TV, on est vraiment multiformat. On va chercher, ce qu'on va chercher essentiellement, ça va être des profils qui sont dans notre ADN, c'est-à-dire cet ADN de makers, c'est-à-dire qui vont être à la croisée des chemins, qui vont être capables d'être des très bons producteurs exécutants, qui vont maîtriser effectivement, qui vont être capables de mettre en œuvre un projet de production, mais en même temps qui vont être en capacité de le challenger et qui vont avoir aussi cet esprit un peu créatif, un peu en dehors des lignes, un peu, je cherche à faire la meilleure conception, en tout cas associée à la production. Tu veux peut-être compléter sur non, les métiers? Les mots que tu as utilisés sont exactement ceux que j'aurais employés, à savoir le 360, des profils très hybrides avec une vraie volonté créative et un mindset qui correspond. J'ajoute à ça qu'on peut aussi... on a des attentes de ses collaborateurs, mais on répond aussi à certaines attentes des jeunes et des collaborateurs parce qu'on a une dimension RSE qui est très poussée chez Prodigious. On fait attention parce que la production, ça pollue beaucoup. Donc on est très soucieux d'être le moins impactant possible
dans la manière dont on produit. Et après avoir, avec Karine, qui est notre responsable RSE, après avoir envisagé la dimension écologique, on s'est quand même aussi intéressé à la dimension sociologique et sociale et sociétale. Et donc, on a aussi un impact sur ces sujets-là. Vous pouvez interroger Karine à la sortie sur toutes les dimensions de notre engagement RSE. Donc, on essaye, parce qu'on a quand même compris que vous étiez une génération qui était en quête de sens et que... on essaye de répondre à ça parce qu'on y croit aussi. Hein. Oui, parce on y croit aussi. Hein, c'est pas... On n'a pas non plus envie de pourrir la planète de manière non responsable. Enfin, oui, voilà, il y a ça aussi. C'est ça. Et après, des métiers, je peux vous dire précisément des métiers si besoin. Beaucoup de métiers créatifs, donc tout ce qui va être DA, web designer, concepteur. Alors je vais appeler créatif stratégiste. Voilà, c'est de nouveaux mots qui apparaissent aussi, qui sont assez intéressants. 3D. De quoi ? Chef des chefs de projet, voilà, beaucoup de fonctions aussi, ce qu'on va appeler projet commercial, donc des chefs de projet, des directeurs de clientèle, account manager, des directeurs conseils, donc qui vont être en capacité effectivement de faire du conseil sur les touch points, voilà, plutôt digitaux, mais 360 également. Toujours aussi des assistantes de production, des directeurs de production. Exactement, directeurs de production. Donc aussi ça, sur la post-prod, il y a de la VFX, de la 3D. Exactement. On est vraiment en recherche de tout profil, un peu tout le temps. Même du juridique, hein, parce qu'on a tout un département business à faire, effectivement, où là, c'est plutôt des profils, enfin en tout cas, qui ont une petite connaissance juridique. Ah oui, qui sont carrément des juristes et qui certains sont même diplômés de l'école du barreau. Voilà, donc non, c'est assez large. C'est assez large, monteur, motion, enfin tout en fait. Voilà. Ça. Créatif. Merci. Merci beaucoup.